Dans la vie, on peut se faire dire des tas de choses. Entre autres, on peut se faire dire qu'une de nos idées ou qu'un de nos projets est voué à l'échec. Le hic, c'est que cette idée, ce projet, personne ne les voit comme nous on les voit. Dans cet épisode de Papa PhD, Élodie Chabrol partage son parcours académique et professionnel et parle du rôle qu'ont joué la curiosité et la persévérance dans sa transition vers l'univers de la communication scientifique. Les gens me disaient comment tu sais que ça va marcher, et je disais je vais tout faire pour que ça marche en fait. Et je pense que voilà, quand on fait un truc qu'on aime vraiment, sur lequel on est passionné, on se débrouille et ça marche. Et oui, peut-être qu'on est un peu crevé, peut-être qu'on dort pas très très bien, et peut-être qu'après on va hiberner un mois après l'événement ou après le festival par exemple. Mais franchement, si c'était à refaire, je repasserais toutes les nuits où j'ai pas dormi, je les repasserais à pas dormir. Si on fait ça sur son temps libre, faut se dire que les gens du labo n'ont rien potentiellement à nous dire. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes, le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquer dans un nouvel épisode de Papa PhD. Avant de passer à l'entrevue, je voulais vous dire que cet épisode est bourré d'exemples et de conseils pratiques que vous pourrez utiliser si vous êtes en mode exploration de carrière. Donc je vous conseille d'écouter l'épisode dans sa totalité, quitte à écouter la partie 1 et la partie 2 en 2 fois. Alors, merci d'être là et bonne écoute. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, sur Papa PhD, nous avons Élodie Chabrol. Élodie a un doctorat en neurosciences et a mené des recherches postdoctorales en neurosciences aussi. Elle a quitté la recherche en 2017 pour travailler sur la communication scientifique en tant que freelance. Aujourd'hui, elle développe le festival Pint of Science, Élodie, tu vas nous en parler après, en France et à travers le monde, et travaille également sur d'autres projets dans le but d'aider les scientifiques à partager leurs histoires fascinantes de la meilleure façon possible et de transmettre au grand public la passion pour la science. Bienvenue sur Papa PhD, Élodie. Super content de t'avoir à mon micro. Bonjour, je suis ravie aussi d'être là. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant te passer la parole pour que tu te présentes, tu parles un peu de ton trajet académique et professionnel et que tu nous racontes un peu ton histoire qui t'a mené jusqu'à tes activités d'aujourd'hui. Alors, on va remonter. On peut remonter jusqu'à quand j'étais vraiment toute petite, parce qu'en fait, il y a que récemment que je me suis rendu compte que, au final, la science c'était un truc que j'avais toujours en moi. Parce que j'étais la petite gamine qui pose beaucoup de questions, qui demande pourquoi tout le temps. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai qu'au final, la science, parce que parfois on me demande d'où ça vient, est-ce que c'est une découverte, est-ce que c'est un livre que tu as lu ou quoi. Et c'est vrai qu'il n'y a rien eu de tout ça, mais c'est vrai, c'était plutôt une curiosité que j'ai toujours eue, on va dire. Et puis, je suis partie en fac, à la fac, faire de la bio. Et à l'époque, je voulais vraiment être prof au lycée. Et donc du coup, je suis allée voir l'orientation de la fac au bout de 2 ou 3 ans de bio pour leur demander qu'est-ce que je devais faire, plutôt de la bio, plutôt de la géologie, etc. Et là, on m'a dit, en France, pour être prof au lycée, en fait, il faut l'agrégation. Et c'est un concours. Ils m'ont dit, mais c'est un peu compliqué, tu devrais plutôt faire une thèse. Alors, en vrai, c'est pas plus facile de faire une thèse. Moi, j'étais juste, je pense, super naïve et je me suis dit, d'accord, je vais plutôt faire une thèse puisqu'on m'a conseillé de faire ça. Et puis du coup, j'ai continué. Après, le truc, c'est que plus la fac avançait et plus j'adorais parce qu'au départ, c'était physique, chimie, bio et maths. Et puis, plus ça avançait et plus on pouvait vraiment avoir de la bio et dans des thèmes qu'on avait choisis. Moi, ma prédilection, c'était vraiment la génétique au départ. Et donc du coup voilà, plus on creusait et plus au final je me rendais compte que je trouvais ça passionnant. Et puis l'amour, je suis tombée en amour pour la recherche en master 1 en fait, où j'ai fait mon premier stage en laboratoire et qui était le stage parfait. J'ai eu une directrice de thèse juste géniale. Je travaillais avec des cellules de fibroblastes. Donc les fibroblastes, c'est des cellules juste sous la peau
humaine. Donc c'était vraiment un enjeu de se dire là, je suis dans un labo, je travaille avec des cellules humaines de gens qui ont donné leurs cellules pour qu'on fasse des recherches dessus. C'était fou. Enfin, pour moi, c'était la première fois que je travaillais en labo. On me laissait travailler là-dessus. Et puis les chefs de ce labo étaient géniaux parce qu'ils avaient toujours leurs portes ouvertes et on pouvait venir s'asseoir et discuter pendant des heures. Et donc c'était vraiment génial. Et donc voilà, j'ai adoré la recherche. Du coup, j'ai décidé de continuer sur une thèse, comme j'avais décidé de faire au départ, sur l'épilepsie. Donc au départ, le fil rouge, ça a vraiment été la génétique. J'ai fait un M1 de génétique, du coup une thèse M2 et thèse de génétique. Donc du coup, en stage de M1, c'est 3 mois à peu près. Et le M2, en fait, il y en a qui commencent déjà leur recherche de thèse en M2. Généralement, on peut commencer comme ça. Après, on passe l'oral et si on a une bourse, on peut continuer dans ce labo-là en M2. Oh, en thèse, pardon. Donc, du coup, ce qui est cool, c'est que quand on fait ça, on a déjà presque 1 an, en fait, un intermittent, mais voilà, de recherche. Donc, on commence une thèse avec déjà des résultats potentiellement, ou en tout cas, on sait vers quoi on s'embarque, quoi. On a la littérature qui est déjà faite. Parfois, on a déjà des résultats. On connaît bien le projet, on commence sa thèse direct le premier jour, on sait exactement, on est à fond dedans. Super. Donc toi, tu as fait ton M2 et tu as enchaîné à la même place avec ta thèse. Ouais, exactement. Et la thématique donc de la thèse, c'était plus les fibroblastes. Non, là c'était donc c'est devenu sur le cerveau. C'était sur l'épilepsie. Et ce que j'ai adoré pendant ma thèse, c'est qu'en fait j'ai commencé avec de la génétique. Donc on connaissait un nouveau gène qui était impliqué dans l'épilepsie. Donc là, moi j'ai cherché des mutations chez les patients. En gros, j'avais des familles de patients qui avaient ce type d'épilepsie, mais génétiquement on n'avait encore rien trouvé. Donc j'ai fouillé pour voir si c'était ça. Et puis après, en fait, je suis passée de la génétique au cellulaire, c'est-à-dire qu'après j'ai pris ces mutations, je les ai mis dans des cellules. Pour essayer de voir en gros qu'est-ce qui causait l'épilepsie, qu'est-ce que cette mutation faisait à la cellule, en gros au gène et à la protéine pour lequel il codait, qu'est-ce que ça causait en fait comme problème dans la cellule. Et après j'ai eu le bol, parce qu'en 3 ans c'est vraiment miraculeux de pouvoir faire tout ça, d'avoir un modèle animal pour la dernière année de ma thèse qu'on avait lancé en fait pendant mon master 2. Et du coup en fait j'ai fait la génétique, le cellulaire et le modèle animal à la fin, donc une souris à qui il manquait ce gène. Donc essayer de comprendre en gros comment ça causait l'épilepsie et qui était effectivement épileptique. Donc du coup j'ai vraiment une thèse où j'ai fait 3 trucs complètement différents. J'ai eu la belle histoire du gène à la souris, quoi. Ben oui, c'est génial. Et en 3 ans, j'avoue que. Ouais, alors du coup avec le master 2, ça faisait 4, mais effectivement, après c'était c'est ce que je disais, j'ai de la chance, mais c'est vrai que par exemple la souris, il y a eu des décisions à prendre du style est-ce qu'on attend ou parce que en France, je suppose qu'au Canada c'est la même chose, il y a des animaleries propres. C'est-à-dire que quand il y a un animal qui vient de l'extérieur, pour qu'il traverse, il faut attendre un transfert d'embryon, blablabla. Enfin, c'est très compliqué, c'est long, etc. Et à l'époque, on avait encore ce qu'on appelait une animalerie sale, c'est-à-dire une animalerie qui n'était pas vraiment, en tout cas à l'époque, vérifiée comme ça. Les animaux pouvaient venir, chacun avait sa pièce, mais c'était pas une animalerie aussi sanitairement entre guillemets contrôlée. Mais du coup, il fallait que ce soit moi qui croise les animaux, qui change les cages, qui gère tous ces trucs-là en fait tous les jours. Et du coup, j'avais dit non, je vais le faire pour être sûr d'avoir des résultats pendant ma thèse. Très bien. Juste une petite question. Tu disais que au début, tu avais des tissus qui venaient de famille. Est-ce que ça se faisait en interface avec un hôpital, avec des médecins? Ouais, c'est une thèse qui s'est faite avec plein de médecins, plein d'équipes. Donc effectivement, j'avais de l'ADN. Donc ça, c'est des prises de sang. On récupère l'ADN des cellules sanguines. Mais j'ai eu de la chance de travailler aussi sur du cerveau humain pendant ma thèse. Parce que j'étais dans un laboratoire, dans un labo qui était dans un hôpital qui faisait des chirurgies. Et donc ils avaient des biopsies ou des. Et même ils avaient des morceaux de cerveau. En fait, une des façons de traiter certaines crises d'épilepsie, donc bien sûr pas toutes, une petite partie, c'est la crise d'épilepsie. En gros, c'est un court-circuit du cerveau. Ça peut arriver soit dans tout le cerveau d'un coup. Soit dans certaines toutes petites zones qui vont commencer la crise et après la crise va se lancer.
Et du coup, quand en fait cette petite zone est bien détaillée et que ça craint rien, on peut aller l'enlever, la prendre, et après les crises sont réduites, voire complètement supprimées. Et donc moi je récupérais ces petits bouts de cerveau épileptiques en fait. Ok, et donc tu fais après étudier leur composition en protéines, tu pouvais extraire de l'ADN. Exactement, exactement. Moi, je faisais ça. Il y avait des équipes qui carrément faisaient des petites tranches de cerveau et qui étudiaient l'activité électrique de ces cerveaux après chirurgie pendant encore quelques heures. Donc c'était vraiment passionnant. Mais ça doit être en termes d'organisation de logistique pour faire ces essais-là, il faut être le timing doit être très serré. Là, C'est complètement fou. l'opération est faite, après tu as X temps pour ouais, exactement. récupérer le tissu quand même. Ouais, exactement. En fait, j'allais carrément avec les gens qui faisaient de l'électrophysiologie, donc qui enregistraient les activités électriques, parce que eux, il faut le cerveau vivant entre guillemets. Il faut que le cerveau toujours actif. Donc eux, ils le récupéraient, ils mettaient ça dans un bain avec de l'oxygène, tout ce qu'il faut pour garder le cerveau vivant en fait. Ils allaient faire leurs tranches et moi en fait, je récupérais les petits morceaux de tranches dont ils se servaient pas parce que ça me suffisait largement. Pour pouvoir après du coup justement en faire de la bouillie et récupérer à l'intérieur pour analyser. Mais moi j'ai plus besoin qu'il soit vivant le cerveau, j'ai juste besoin d'analyser ce qu'il y a dedans en fait. Mais effectivement niveau timing c'était vraiment mission impossible. Il y avait une journée dans la semaine, on savait qu'il y avait du cerveau, donc on arrêtait tout et en fait la journée était complètement conditionnée par ça quoi. Mais c'est ça. Et après j'imagine aussi ces gens-là et même toi, c'était pas garanti à quel intervalle vous aviez des non échantillons. Exactement. Et puis parfois avec la chirurgie c'est abîmé, donc on récupère un bout vraiment voilà, enfin tout abîmé, mais c'est vrai que c'est génial de pouvoir faire ça. Voilà, après j'ai continué, j'ai fait un premier postdoc et un deuxième postdoc sur l'épilepsie de nouveau et voilà, je vais pas en raconter plus parce qu'au final je me suis bien étendue déjà sur l'épilepsie et tout ça, mais un deuxième postdoc jusqu'à 2017. Oui, moi j'ai quelques questions par rapport à moi ce que j'aime beaucoup partager avec mon auditoire. Comment est-ce que la vie n'est pas une ligne droite et je dis ça pourquoi? Tu as dit au début, moi je pensais être prof. C'était ça mon plan. Ouais. Et à un moment donné, Oui. avec les cours, comme tu as dit, vous plongez un petit peu plus profond dans la science, il y a quelque chose qui a changé en toi. Et tu te dis, ah ben non, finalement, la recherche, ça m'intéresse. Aujourd'hui, tu n'es pas enseignante, mais d'un certain point de vue, tu fais le même travail qui est de prendre l'information scientifique qui des fois est un peu hermétique, la digérer et de la passer au grand public. Et donc, tu es en train d'enseigner quand même. Oui, exactement. T'es allé chercher les premières amours d'une autre façon, ce que je trouve cool. Mais là où je voulais vraiment en venir, c'était quoi le moment? Est-ce que tu te souviens d'un moment charnière où tu t'es senti basculer vers l'intérêt, la passion pour la science plus approfondie? Et aussi, est-ce qu'il y a eu au long de ce cheminement des gens qui t'ont inspiré particulièrement et qui t'ont, dans le fond, qui t'ont propulsé dans ce monde qui est quand même mystérieux, mais qui devient passionnant à la longue? Alors, je pense que effectivement, c'est mon premier stage donc de Master 1 où je suis rentrée pour la première fois dans un labo de recherche, de génétique, parce que c'était un labo de recherche, mais aussi de diagnostic génétique. Donc, ça gardait vraiment l'application hyper proche de nous, c'est-à-dire que j'étais dans un laboratoire de recherche, mais à côté, il y avait des vrais gens qui faisaient diagnostiquer leurs embryons, leurs bébés, leurs enfants, voire même les adultes sur certaines pathologies. Donc, ça restait vraiment hyper réel, en fait, ce que je faisais. Et là, je pense qu'effectivement, rentrer là-dedans, avoir... donc, il y avait cette directrice de thèse, Isabelle Brun-Is, qui a été fantastique du début à la fin. Et je pense que c'est grâce à elle vraiment que je suis complètement tombée dans la science. Et il y avait ce professeur, donc le chef du labo, Étienne Mornay, qui était fantastique aussi parce qu'il avait une ouverture d'esprit. En gros, et il disait jamais non pour qu'on vienne s'asseoir, décortiquer pendant des heures les trucs qu'on était en train on s'arrachait les cheveux sur certains trucs et on venait, on s'asseyait. Il était toujours dispo pour ça. Et c'était génial. Donc je pense que cet environnement m'a vraiment montré ce que c'était que la recherche. Et malheureusement, c'est un métier qui est relativement caché.
Donc c'est vrai que quand on est jeune, c'est à moins qu'on connaisse des chercheurs et qu'on sache exactement ce qu'ils font dans la journée. Très clairement, c'est un métier où on se voit pas. Enfin, moi, je me serais jamais vue dire plus tard je ferai des recherches en génétique ou en neurosciences ou quoi, parce que je savais même pas exactement ce que ça voulait dire en fait. Enfin, c'est un métier hyper obscur et la science on la voit, mais on voit ça. En fait, j'ai l'impression qu'on voit ça comme un truc statique, c'est-à-dire la science c'est ça, alors qu'en fait la science c'est tout le temps en mouvement. Et je pense que il faut se dire aussi que voilà, l'humain est en mouvement, la science est en mouvement, et que justement parfois quand on a envie de changer, c'est pas forcément des gros changements. Voilà, effectivement, je voulais être prof. Je suis partie faire de la science. Maintenant, je fais de la communication scientifique. Donc, je fais un peu quelque chose qui ressemble aux deux. C'est juste que, voilà, entre-temps, j'ai fait une espèce de spirale sur plein de choses et tout. Et c'est vrai qu'au final, tout est dynamique, quoi. Et parfois, on a tendance à voir sa carrière comme un truc hyper fixe et aussi de voir la science comme un truc hyper fixe. Et parfois, on découvre plein de choses en regardant un peu de plus près, quoi. Oui, c'est vrai. Et là, quelque chose que j'ai envie de te demander maintenant, c'est ces gens-là, donc clairement, eux-mêmes, ils étaient des passionnés de la science, ces gens que tu as mentionnés, mais sûrement que par rapport à d'autres gens que tu as pu voir aux alentours pendant ton doctorat ou ton postdoc, ils avaient quelque chose de spécial, une espèce de super pouvoir de mentor. Donc c'est déjà le fait le professeur dont tu as parlé, il était à l'écoute. Facilement tu pouvais avoir accès à lui. Donc ma question c'est si tu penses à ces gens-là et à 2 ou 3 caractéristiques que tu trouves qui les différenciaient et qui qui leur donnaient un caractère spécial et qui ont fait partie de ce qui t'a inspiré, ce serait quoi à part l'écoute que je viens de... Je pense déjà c'était le plus petit labo où je suis allée. En recherche, elle était, en tout cas en chargée en vraiment chercheuse, elle était seule, à part le professeur. Il y avait vraiment pas grand monde. Donc je pense que la taille du labo fait que clairement, on se sent plus une famille, on se sent plus inclus dans tout ça plutôt que d'être un parmi je sais pas combien. Parce qu'après je suis allée dans des grands labos et effectivement, il y a beaucoup de monde, c'est compliqué. Et puis je pense que c'est la confiance qu'ils m'ont donnée aussi. C'est-à-dire que dès le début, ils m'ont dit tiens, ça c'est des cellules humaines, mais par contre fais pas n'importe quoi avec parce que si t'en as plus, c'est fini. C'est hyper précieux et il y a eu aucun moment où j'ai eu l'impression que, en fait, où je me suis dit ils ont pas confiance quoi. Dès le début, ils m'ont donné ça. J'ai tout juste commencé, que j'avais déjà le droit de faire des expériences dessus et je pense que du coup ça valorise énormément et je pense que vraiment le super pouvoir de mentor, c'est réussir à valoriser les gens avec qui on travaille et ça malheureusement c'est pas donné à tout le monde. Oui, et c'est comme tu dis, dans un labo gigantesque, des fois, ton superviseur, tu le vois très rarement, et donc, et aussi tu vas être orienté par des postdocs. C'est une dynamique très différente, en effet. C'est drôle, quelqu'un m'a mentionné il y a longtemps quand même, quelque chose de similaire, mais dans le milieu des entreprises. Il m'a dit, si tu veux rentrer dans tel domaine, trouve une petite entreprise dans le domaine, parce que là, ils vont te laisser toucher à beaucoup plus de choses, ils vont te donner beaucoup plus de responsabilités, et tu vas aussi te sentir beaucoup plus valorisé. Je pense que c'est un phénomène parallèle. C'est intéressant. L'autre curiosité que j'ai maintenant, c'est comment est-ce que tu as trouvé ce laboratoire? Est-ce que tu as fait des entrevues avec plusieurs chefs de laboratoire ou tu as choisi le thème et c'était plus ou moins directement, tu t'es orienté vers ce laboratoire-là? Alors moi, j'étais dans une petite fac à Versailles. Que j'ai toujours adoré d'ailleurs parce que justement c'était une taille humaine, c'était pas une fac gigantesque, etc. Et du coup c'était un des labos de génétique humaine. Donc du coup, et j'avais ces profs-là, c'était mes profs. Donc en fait, je les voyais, ils me donnaient des cours, ils m'ont donné envie potentiellement de faire mon master avec eux parce que les sujets sur lesquels ils travaillaient étaient intéressants. Et du coup, je suis allée les voir et j'ai eu de la chance de pouvoir faire mon master 1 là. Et le master 2, en fait, je leur ai demandé tout simplement est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fasse de la génétique humaine appliquée aux maladies. Ils m'ont dit oui sur l'épilepsie et ils m'ont envoyé vers mon équipe avec qui j'ai fait ma thèse, la Piti-Salpêtria. Donc doucement, tu as eu une affinité qui s'est créée pendant que tu faisais tes cours. Et c'était organique, disons. Ouais. Et après, c'était un networking qui s'est fait avec eux et
avec leur réseau à eux, super. C'est très logique et c'est très. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de bien et de réconfortant, disons, à être dans quelque chose plus à taille humaine, comme tu dis, que dans un grand. Ça dépend. Il y a des gens qui vont carburer avec différentes choses. Moi, c'est quelque chose. J'aimerais être dans ce type de. Je sens que j'aimerais être dans ce type d'environnement versus quelque chose où les choses vont plus vite, où il y a plein de monde et où l'accès après au mentor est plus compliqué, et plus ouais. Surtout en première étape, j'ai l'impression que parce que après en master 2, du coup en thèse et en postdoc, j'ai eu plutôt des gros labos et ça m'a pas gênée. Parce que je pense que j'étais devenue un peu plus indépendante, que je savais ce que je faisais et que effectivement j'avais pas besoin en gros d'être cocoonée ou enfin j'ai toujours eu une personnalité un peu indépendante, c'est-à-dire que j'avais pas besoin qu'on soit derrière moi à vérifier ce que je fais ou à être là pour m'aider, mais c'est vrai que c'était plus stimulant, c'est vraiment le mot, je pense. C'est-à-dire que être dans une équipe où je pouvais potentiellement avoir accès à n'importe qui rapidement, avoir des discussions vraiment profondes, c'est le truc qui m'a vraiment, c'est la petite étincelle pour la recherche. Et je pense qu'après, je suis quelqu'un de un peu passionné, donc une fois que l'étincelle est là, après c'est bon, le feu de bois prend et voilà, il y a plus besoin. Mais je pense qu'effectivement au départ, c'était bien d'avoir une petite structure pour avoir cette petite étincelle qui aurait pu ne pas avoir eu lieu dans un grand labo où je me serais peut-être sentie un peu comme du bétail. J'aurais probablement eu moins de choses aussi. Ils auraient possible, parce que là c'est vrai qu'ils m'ont fait confiance, ils m'ont valorisé et c'est vrai que du coup ça m'a un peu donné des ailes pour la suite. Alors que c'est vrai que si ça avait été une grosse structure, peut-être qu'au final, voilà, je me serais restée un peu dans mon coin à faire. Ouais, peut-être un peu perdu, isolé, etc. Mais d'ailleurs, ça s'est tellement bien passé avec ce M1 qu'après on a continué de collaborer quand j'étais en thèse. Voilà, enfin elle avait besoin de tissus et je lui préparais sans problème. Donc on a continué un petit peu à interagir, même si j'étais partie. Très bien, mais c'est une super belle histoire. Et là maintenant, parce qu'après tu sais, on a vu qu'en 4 ans, tu as fait quand même beaucoup, tu as produit beaucoup en termes scientifiques. Et là, je me demande, la Elodie qui était au doctorat en train de travailler, pipetter, etc., qu'est-ce qu'elle faisait d'autre dans sa vie d'Elodie, pas scientifique? Et là où je veux en venir, c'est des intérêts, des hobbies, peut-être des habitudes je sais pas, du sport, du yoga. Qu'est-ce que tu faisais pour maintenir ton autre côté, ton autre partie du cerveau et de ton esprit? Alors, je faisais déjà je donnais des cours, mais bon ça reste un peu dans le boulot et dans la science. Ce que je faisais beaucoup à l'époque, que je fais beaucoup moins parce que Pint of Science, et j'ai moins le temps. Je fabriquais plein de bijoux, je cousais, voilà, je fabriquais des bijoux généralement sur mesure au labo quand quelqu'un avait un mariage, allait à un mariage, on me ramenait la robe et je fabriquais le collier qui allait dans les couleurs, etc. Je faisais ça, j'aimais bien la photo et la rando. Donc voilà. Donc là, tu couvres tout, voilà. La créativité, l'activité physique, la rando, c'est un peu une méditation. Ouais, exactement. La rando dans la montagne. En fait, je me suis cassé les genoux il y a 20 ans, donc quand j'étais vraiment très jeune. Et du coup, il y a plein de sports que je peux pas faire. Je peux pas courir, je peux pas faire trop de sports violents, etc. Mais du coup, je nage et je marche depuis toujours, en fait. Donc, du coup, effectivement, en thèse, l'été, parfois, je partais en rando en montagne. Je continue d'ailleurs, voilà. Enfin, ça c'est un truc que j'adore faire. Ça fait du bien savoir se couper en fait de tout ça. Ça faisait vraiment du bien. Et d'ailleurs, je continue rando et un peu photo. Donc. Ok, ben oui, ça, on peut. Si tu peux, arrête pas parce que. Ah oui, mais je pense j'en ai besoin en fait. Et ce qui est drôle, c'est que plus ça va et plus je suis connectée et plus je profite de ces moments. Par exemple, là, la semaine prochaine, je vais partir en raquette pendant une semaine, faire une rando raquette. Wow. Et je sais très bien que même si j'ai du network dans la montagne, je vais mettre de toute façon mon téléphone sur off parce que je pense qu'il faut savoir vraiment prendre ces moments pour soi, débrancher, pour revenir mieux après, quoi. Très bien, excellent. Et là, donc, j'imagine qu'avec tout ce que tu dis, les choses se sont bien passées. Ouais. Tu as eu un doctorat quand même
comme tout le monde, tu as dû devoir optimiser des techniques, essayer des choses qui n'ont pas marché. Ouais. Puis, la raison pour laquelle je pose la question, c'est que souvent quand les gens qui considèrent, imaginons qu'il y a des auditeurs qui considèrent est-ce que je vais faire un doctorat, est-ce que ça va être facile, et parce que dans les médias, qu'est-ce qui sort souvent, c'est tel résultat est sorti, c'est merveilleux, regardez, ça change la face de la science. C'est ça. Un petit commentaire sur ça, sur le réel de la science, et c'est toujours important parce que il faut c'est pas casser l'image. La science, c'est super beau. Comme tu disais, c'est dynamique. c'est dynamique, mais chacun fait une petite pièce du Lego. C'est ce que j'aime bien expliquer parce que souvent les gens se disent ah oui mais on me demande ok tu étais chercheuse mais est-ce que tu as trouvé? Donc ça c'est le truc qui m'énerve à chaque fois. Voilà. Parce que à chaque fois j'explique aux gens j'ai trouvé mais c'est pas un truc nécessairement je vais pas avoir un prix Nobel pour ça mais dans mon domaine je considère que j'ai avancé ouais non mais cette question à chaque fois me rend folle. Mais effectivement alors le vrai de la science c'est que je pense qu'il y a à peu près sans dire de bêtises, il y a à peu près 75% de trucs que j'ai faits qui sont partis à la poubelle. En thèse, et alors en postdoc, je pense qu'on monte à du 80-90%. Mais c'est important de le dire. Exactement. Parce que l'image qui sort dans les médias, c'est d'autres choses. C'est le prix Nobel, le ci, le ça. Exactement. En fait, c'est un processus difficile, c'est un processus répétitif, c'est très long. Et surtout, alors en neurosciences, en plus, moi j'ai vraiment cherché les embrouilles. Je travaillais en neurosciences et en plus j'ai fait beaucoup d'in vivo, donc travail sur animal. Et le travail sur animal, juste pour expliquer tout simplement, je travaille sur des rats épileptiques. Je travaillais sur des rats épileptiques, notamment en postdoc. Et du coup, on posait des petits appareils pour enregistrer leurs EEG, donc électroencéphalogramme, l'activité électrique du cerveau. Et ça, c'est tout bête. C'est un truc qu'ils sentaient pas. Voilà, et ça les gênait absolument pas. Sauf que les rats passent leur journée à se gratouiller et que 2 fois sur 3, ils m'arrachaient le truc. Et ils m'arrachaient ça. Généralement, je devais les enregistrer pendant 2 ou 3 mois. Ils m'arrachaient ça généralement au bout d'un mois ou un mois et demi. Donc du coup, l'expérience, tout ce que j'avais enregistré, c'était poubelle parce que c'est des coordonnées dans le cerveau qui sont vraiment bien précises. Une fois qu'ils arrachent ça, c'est foutu. Et du coup, il faut tout recommencer de zéro. Et donc c'est des mois entiers comme ça d'enregistrement, parfois d'analyse, qui partent à la poubelle. Et c'est vrai que faire de la recherche, ça donne comme trait de personnalité, en tout cas ça renforce. Si jamais on l'avait avant ou ça le crée si on l'avait pas, la résilience et l'adaptation. Parce que effectivement, on passe beaucoup de temps à refaire et refaire, et ça, quand ça marche, on refait pour vérifier que tout marche bien et que voilà, on fait jamais une seule fois en recherche. Bien sûr, on fait, on teste, et puis si ça marche, on reteste pour être sûr que le résultat c'est pas du hasard, quoi. Voilà, que si un autre labo veut répéter ce qu'on a fait, ils vont être capables. Exactement. Et que ça va être reproductible. Très bien. Maintenant, quand on a un petit résultat, parce que comme je disais, c'est une petite pièce d'un grand Lego. Quand on a notre petite pièce, quand même, il y a des moments où déjà, on peut se réjouir d'un résultat quand il est confirmé. Mais après, on va à des conférences, on va présenter des posters. C'était comment cette expérience pour toi? Et peut-être, est-ce que cette expérience-là a eu des retentissements après sur sur ton entrée dans le domaine de la communication scientifique? Alors, je pense qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que je suis rentrée dans la communication scientifique, mais en fait, c'était pas un truc que je voulais nécessairement absolument faire. Comment dire, d'une façon consciente, mais je pense que ça a toujours été enfoui au fond de moi. C'est-à-dire que je parle beaucoup. C'est ce qu'on m'a souvent dit. On m'a dit, mais la communication, c'est parfait pour toi. Tu parles beaucoup, autant que ce soit ton métier. Et je parle beaucoup. J'aime bien communiquer. J'aime bien partager des infos. J'aime bien rencontrer des gens. Et donc du coup, effectivement, les conférences, moi, c'était un moment que j'adorais. Networker, rencontrer plein de gens, aller voir tout ce que les gens faisaient. Surtout, c'était aussi un moment. Et c'est là que je pense que au fond de moi, j'avais de la communication scientifique qui était là, mais je m'en étais pas rendu compte. C'était le moment où je pouvais sortir de mon petit sujet
et aller voir plein d'autres choses. Et généralement, alors mes chefs probablement le vivraient mal s'ils écoutaient ce que je suis en train de dire là, mais c'était le moment où en fait je pouvais enfin passer du temps à discuter avec des scientifiques et apprendre des choses sur autre chose que l'épilepsie, tout en restant sur de la neuroscience. Mais j'aimais bien aller dans les conférences et justement tout sauf l'épilepsie. J'adorais aller voir les posters les plus fous sur les trucs les plus improbables, les futurs ignobles. Oui. Mais j'adorais ça parce que vraiment ça me faisait du bien et je pense que en fait c'est ça vraiment la différence et c'est ça le chemin que j'ai fait à partir d'un moment qui était irréversible, c'est que plus j'ai mis le pied dans la communication scientifique, plus au final j'ai appris à avoir plein d'infos sur plein de choses différentes, mais d'une façon plus forcément un peu plus superficielle. La recherche en fait, on sait vraiment plein de choses, mais sur un sujet minuscule. Tout petit sujet, mais par contre on creuse super profond, mais sur un tout petit carré quoi. Et quand j'ai mis pied dans la communication scientifique, ce que j'adorais, c'était pouvoir avoir des infos sur tout, sur plein de choses, sans nécessairement bien sûr avoir tous les détails ou quoi, mais pouvoir comprendre plein de sujets en fait. Et du coup, ces conférences-là, je pense que c'était déjà, je m'en rendais pas compte, surtout qu'à l'époque, quand j'ai commencé la communication scientifique, ça va faire 7 ans le 14, ou ça a fait 7 ans le 14 février, suivant quand vous écouterez le podcast. Mais du coup, à l'époque, c'était pas quelque chose de si développé que ça. Donc c'est vrai que c'est pas un truc où je m'étais dit ah tiens je vais faire ça, mais par contre au fond de moi, c'était un truc que je faisais déjà sans en avoir conscience. Et donc, c'est quand tu dis que tu as mis les pieds dedans, c'était quoi? Est-ce que c'était pendant ton postdoc? Est-ce que c'est arrivé, t'as fini le postdoc et t'as fait une transition vers la communication scientifique? Comment ça s'est passé? C'était quoi le premier événement, ton premier projet? Alors, j'ai rejoint Pint of Science le 14 février. C'est pour ça que c'est un peu une histoire d'amour, peut-être. Le 14 février 2013, donc il y a 7 ans. Au tout début, en fait, Pint of Science était en train de se créer. Et du coup, j'ai reçu un mail sur ma boîte mail de proposant en fait de rejoindre l'aventure. Et ça faisait 1 mois tout juste que j'avais commencé mon deuxième postdoc. Donc, en fait, j'ai rejoint Pint of Science en même temps que j'ai commencé mon deuxième postdoc. Et pendant 4 ans et demi, j'ai fait les deux en continu, en parallèle, en fait. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un travail de longue haleine. Parfois on me dit t'as de la chance, t'es parti de la science, il y avait Pint of Science. J'ai quand même travaillé 2 jobs pendant 4 ans et demi en fait. Mais on va un peu parler de Pint of Science et de ce qui s'en vient au printemps en France, à la deuxième partie de notre entretien. Mais tu peux quand même expliquer un petit peu c'est quoi Pint of Science, comment c'est né, étant donné que tu étais là à la genèse. Ce serait intéressant un peu de raconter cette histoire et peut-être aussi de comment tu as su que ça existait et comment c'était quoi tes premiers pas vers participer dans ce festival qui maintenant est dans son année 7e année, 8e année. 7e année, c'est 8e édition, mais oui. 8e édition. Alors, on reprend. Comment j'ai entendu parler de ça? J'ai reçu un mail. Tout simplement, en fait, ils étaient vraiment en train tout juste de construire Pint of Science. Donc les 2 fondateurs, tout simplement, c'est des scientifiques, ont reçu des gens dans leur labo. Ils ont vu que les gens étaient fascinés par ça et ils se sont dit les gens dans des labos trop compliqués, on va faire venir le labo aux gens. Du coup, de la science dans des pubs, forcément c'était en Angleterre. Donc voilà, moi je suis à peu près arrivée à ce moment-là. Et l'idée vraiment de Pint of Science à l'époque, c'était en Angleterre en fait, il y a une tradition du festival qui est énorme. Il y a des festivals type festival de musique Glastonbury par exemple. C'est un festival de musique en 2 heures. Les places sont toutes vendues, sachant que le line-up est pas officiel. On ne sait pas qui va venir jouer, mais en 2 heures, toutes les places sont prises. Et c'est vraiment un phénomène. Et l'été, en fait, au printemps-été, en Angleterre, il y a des tonnes de festivals. Et Pint of Science, l'idée, c'était vraiment de se dire ça. Plein de scènes,
plein de choses en même temps pendant 3 jours. Donc vraiment comme un festival de musique où ça se passe partout dans tous les sens en Angleterre. Et du coup, moi, effectivement, j'ai vu ce mail passer. Là où j'ai eu vraiment un bol de fou, c'est qu'au départ, c'était un mail pour gérer un événement sur le cerveau à UCL, donc University College London à Londres. Et puis au moment où je les ai appelés, la personne qui gérait tous les événements de UCL venait juste de dire qu'en fait, c'était trop de boulot et qu'ils ne pourraient pas gérer ça. Et là, les fondateurs aiment bien raconter le coup de fil qu'ils ont eu avec moi parce que ils ont eu peur d'un côté et d'un autre côté, ils se sont dit bon, on verra bien. Donc, on a eu un coup de fil. Je les ai appelés, donc ils m'ont expliqué le concept. J'étais là, ok. Et en fait, ils m'ont expliqué les trucs, ils m'ont expliqué ce qu'ils avaient besoin que je fasse. Il y avait des réunions tous les mois, tous les 15 jours pour discuter de la création du truc, vraiment. Et en fait, moi, à l'autre bout du fil, j'étais là, ok. Et il paraît qu'en fait, tout le coup de fil, j'étais là, ok. Alors moi, je prenais mes notes, j'étais là, ok. Et puis à la fin, je dis, bon, il y avait une réunion samedi d'après. Je dis, ok, samedi. Et en fait, là, le samedi, il se disait, mais elle a dit que ok, elle était juste, ils savaient pas trop sur quoi ils allaient tomber. Et puis en fait, je suis arrivée, ça s'est hyper bien passé. Mais c'est vrai qu'ils disaient toujours, on savait pas. Elle a juste dit oui à tout. Et puis et le pire, c'est que la première réunion, je suis arrivée, j'avais une soirée déguisée juste après. Je suis arrivée complètement déguisée. Ils ont vu arriver cette Française déguisée, ils se sont dit mais dans quoi on s'est embarqué. Et puis au final ils ont bien fait. Et donc du coup moi j'ai coordonné tous les événements du CL. Alors à l'époque c'était que 9, mais c'était la première fois donc c'était déjà génial. C'était que des scientifiques quasiment qui organisaient ça. Et c'était pas forcément des scientifiques qui savaient gérer du market, de la communication, tout ça. C'était vraiment juste des gens qui avaient envie de partager ça. Bien sûr, c'était complètement à l'arrache parce que je me souviens, on avait des goodies à distribuer. Je me souviens que le mardi matin, parce qu'à l'époque c'était mardi, mercredi, jeudi. Donc le premier jour de Pint of Science, j'ai passé ma journée à faire le tour de Londres avec des goodies dans les bras, à prendre partout, à distribuer tous les trucs tellement on avait été en retard pour la distribution. Mais vraiment, en fait, on voulait que ça se passe et on a juste halluciné parce que il y a eu plus de 3000 personnes sur 3 soirs. Qui sont venus. Alors, il y avait Londres, Oxford et Cambridge. Il y avait 3 villes. Donc, il y a eu 3400 personnes sur ces 3 villes. Et je pense qu'on a tous été un peu choqués par le succès parce qu'en fait, on mettait tellement d'énergie à faire en sorte que ça se passe qu'on n'avait pas du tout réfléchi à la suite, en fait. Ou qu'est-ce qui se passe si ça se passe bien? C'était vraiment, en fait, déjà qu'il y ait du monde dans les bars que ça... Moi, j'ai failli pleurer le premier soir où j'ai vu le bar rempli. J'étais devant tout le monde, j'ai eu la gorge serrée, c'était hyper émouvant parce que ça faisait des mois qu'on bossait là-dessus. Et puis là, ça y était. Et c'est vrai que voilà, on avait juste une envie de le faire, on a lancé le truc, on était à fond. Et puis effectivement, ça a hyper bien marché. Et la saga internationale, en fait, elle est sortie de là-dessus. Tout simplement, on discutait, on a fait une réunion juste après. Donc c'était en juin 2013. On a fait une réunion après Pint of Science, quelques semaines après. Pour voir ce qu'on allait en faire et il y avait plusieurs idées, il y avait faire ça plus souvent, etc. Et puis c'est vrai qu'on avait parlé éventuellement de l'international et moi, française à Londres, j'ai vraiment poussé pour que, en gros, le festival soit international et que je commence la France et puis d'autres pays puissent commencer aussi. Et depuis, du coup, voilà, on a Pint of Science International qui petit à petit s'est développé. Et super. Et voilà. Et on va en parler dans la deuxième partie. On arrive à la fin de la première partie. Juste pour les auditeurs, quelqu'un qui va participer à Pint of Science, essaye de décrire un peu l'expérience. Donc, tu arrives au bar, tu demandes une bière et qu'est-ce qui se passe? Et là, on s'assoit. Alors déjà, on prend des tickets pour... on sait à quel chercheur et chercheuse, quel scientifique on va rencontrer et de quel sujet on va entendre parler. Donc voilà. Et là, on arrive. Alors, bien sûr, ça c'est le format type, mais après, il y a toujours des formats qui diffèrent un peu suivant les villes, suivant voilà. Mais le format type, c'est on prend sa bière, on s'assoit. Donc on est dans un bar et en fait, généralement, il y a une première présentation d'un ou d'une scientifique. Possibilité généralement de lui poser des questions pendant ou après, si vraiment on veut les garder, etc. On a une pause pendant lesquelles on aime bien faire des jeux. Donc souvent c'est un pub quiz où on peut gagner des goodies Pint of Science suivant les pays ou des animations, des trucs. Mais en gros vraiment pour avoir la sensation, clairement on n'est pas là à une conférence, on est là
à un événement scientifique. On est là pour passer un bon moment. Et généralement, on a une deuxième présentation dans la soirée avec, pareil, questions, possibilité de rester un petit peu après, discuter avec les intervenants, etc. Et voilà. Et du coup, ce qu'on expérimente, c'est de la science dans les bars, mais beaucoup plus relax, en fait, parce qu'on est posé, que les scientifiques sont plus tranquilles, que c'est plus convivial. C'est pas une conférence. On peut poser toutes les questions qu'on veut. Et généralement, c'est ça qui marche bien. C'est les gens posent plein de questions. Ils n'ont pas peur, comme dans les conférences, de poser une question bête. Oui. Moi, j'aime En bien. plus, avec une bière, t'es relax, t'as Exactement, tes inhibitions. relax, une bière, mais même un jus de fruits, un verre d'eau, n'importe quoi en fait. C'est rien que d'être posé comme ça dans un endroit comme ça et d'entendre parler de science, en fait, ça change complètement. Et donc voilà, c'est ça l'expérience. Et ce qui est génial, c'est que c'est 3 soirs partout dans le monde en même temps. C'est vraiment, vraiment cool. Et juste comme ça, est-ce que le setup, c'est comme du stand-up? C'est le scientifique et un micro ou est-ce qu'il y a un écran, des projections? Alors, Comment ça se passe? ça dépend des endroits et des villes, etc. Et ça dépend aussi, nous, ça, par exemple, en France, ça va dépendre des scientifiques. Typiquement, il y a des sujets où s'il n'y a pas d'image, ça va être compliqué à expliquer. Donc voilà. Alors, je sais qu'en Allemagne, ils aiment bien avoir un tableau blanc, ils dessinent, etc. Nous, en France, on leur laisse une projection parce que c'est quand même plus facile. Après, ce qu'on explique bien, c'est essayer de pas mettre de graphiques, de pas mettre de trucs compliqués. Moi, ce que j'adore donc je fais des petites formations généralement avant, en tout cas à Paris, pour expliquer aux intervenants comment faire. Et ce que je leur dis, c'est venez avec quelque chose du labo. Donc, si vous pouvez amener un truc en vrai, c'est cool. Donc il y en a qui apportent, je sais pas, ils travaillent sur des micro-puces, ils vont apporter ça ou voilà, ou de prendre des photos. Par exemple, il y avait une chercheuse qui travaillait sur de la super microscopie électronique de fou. Et en fait, dans l'idée de tout le monde, un microscope, c'est le petit truc, voilà, enfin, l'emoji et microscope qu'on a sur les téléphones, quoi. Et c'est vrai qu'elle travaillait son microscope, il faisait une pièce entière, enfin, il était énorme avec des lasers dans tous les sens et tout. Et elle a pris une photo, elle a demandé, voilà, d'avoir une photo avec elle et le microscope. Elle a montré ça aux gens, et rien que ça permet justement de montrer la réalité de la science. De dire bah voilà, quand on parle du microscope, c'est pas le petit truc dans lequel on met ses yeux et on trifouille là, voilà, on tourne les petites molettes, etc. Ça peut être une pièce entière avec des lasers qui partent dans tous les sens et tout. Et ça c'est bien parce que en fait ça permet aux gens aussi de visualiser, et ça fait partie du succès aussi, je pense, de visualiser, de rencontrer des chercheurs et chercheuses, et de visualiser comment ils travaillent aussi. Mm-hmm. Et de casser un peu l'image dont on parlait au début. Exactement, parce qu'on aime bien. Ouais. On aime bien. T'es en blouse blanche devant ta paillasse et voilà. Tu fais des petites expériences. Voilà, le chercheur, c'est un homme blanc qui est autour de 60 ans, avec les cheveux gris, des lunettes et une blouse. Et du coup, l'idée là, c'est qu'on a tous les types de chercheurs. On aime bien avoir plein de jeunes, des doctorants aussi, etc. Et pour montrer justement la science, c'est pas un type de personne, c'est tout le monde. Super. Un super bel exercice de vulgarisation et de rapprochement au grand public. On va prendre une petite pause et on va continuer à en parler et parler de l'édition 2020, donc la 8e édition, qui est en full préparation en ce moment. Avant de continuer cette entrevue, j'aimerais vous remercier de votre écoute. Si vous aimez cet épisode, partagez-le avec vos amis ou vos collègues. Ils l'apprécieront sûrement eux aussi. Et n'oubliez pas de suivre Papa PhD sur Instagram, Facebook et Twitter et de l'ajouter sur votre plateforme podcast préférée. Donc, nous voici de retour avec Élodie Chabrol et on venait de parler de Pint of Science, de la genèse de ce festival qui maintenant est rendu à sa 8e version, 8e édition cette année au printemps. Et on en parlera un peu plus tard des détails. Ce que je trouvais intéressant, c'est que tu as fait ça en même temps, donc tu m'as dit pendant 4 ans, en même temps que ton postdoc. Donc, tu faisais tes recherches pendant la journée et après, j'imagine que beaucoup de emails, des téléphones peut-être. Tu parlais tantôt d'aller s'occuper
du merchandising, comment tu disais, Ouais, les goodies. les goodies, c'est ça, les Ouais. choses comme ça. Donc, il y avait quand même du travail à mettre là-dedans, mais clairement, c'est un projet qui te passionnait. Donc, tu trouvais l'énergie intérieure pour, après tes heures de recherche, faire ça en plus. Euh, est-ce que, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de comment est-ce que ça a eu une influence sur au laboratoire avec ton superviseur et aussi qu'est-ce que ça t'a apporté de plus en termes de peut-être de networking, des gens que tu as croisés, juste pour parce que souvent quand on est en recherche, on pense que il faut juste avoir la tunnel vision, comme on dit en anglais, et ne pas mettre un orteil à l'extérieur de sa recherche. Et clairement, tu as été capable de faire ta recherche et de développer ça, même qu'aujourd'hui, clairement, c'est une de tes activités centrales. Euh, donc, comment ça s'est passé? Comment tu as fait? Comment tu t'es organisé pour que ça marche? Alors, déjà, je suis un peu hyperactive. Donc, ça aide. Ça aide bien. J'ai pas d'enfant non plus. J'avais pas d'enfant non plus à l'époque. Donc, ça aussi, ça aide bien. En fait, ça dépend complètement. Il y a eu des mois où c'était très compliqué parce que généralement, mars, avril, mai. Donc, le festival est en mai. Généralement, mars, avril, c'est très, très compliqué. Ça veut dire peu de sommeil, etc. Mais en fait, c'est tellement quelque chose qui me passionnait qu'effectivement, ça me dérangeait pas. C'était devenu un hobby, quoi. Ça me dérangeait pas de passer un dimanche, le dimanche dessus, parce que c'était important. Et puis quand on construit un truc comme ça qui marche, en fait, je trouve qu'en recherche, parfois, c'est tellement frustrant de faire plein de choses et de mettre tout à la poubelle et de se dire, bah là, j'aurais pu ne pas, parce qu'en postdoc, je pense que j'aurais pu ne pas aller travailler les 3 premières années, c'était pareil, hein. Et du coup, se dire là, chaque email que j'envoie, ou en tout cas chaque heure que je passe à Pint of Sand, j'avance en fait. J'avance et c'est satisfaisant, donc ça fait du bien, je pense, quand on est dans un monde justement où on passe beaucoup de temps à rater plein de choses. Ça fait du bien d'avoir du positif, sauf que effectivement, au labo, c'était pas perçu super bien au début. Voilà, comment j'organisais ça? J'organisais ça le week-end. Après, ça m'arrivait le midi de travailler dessus. Je travaillais sur mon ordinateur. Je mangeais avec mon ordinateur le midi et j'ai répondu aux mails. Parfois, entre deux expériences aussi, quand on attend qu'une centrifugeuse ait fini de tourner, par exemple, j'envoyais un mail ou quoi. J'étais beaucoup avec mon téléphone, c'est-à-dire que pour moi, le trajet dans le couloir, ça servait à regarder Twitter, hein, ça servait pas juste. Donc voilà, c'est quelque chose de tous les moments, mais parce qu'effectivement, c'était 2 jobs dans une seule vie, quoi. Mais c'est aussi énormément de satisfaction quand le festival est là, quand il se passe. C'est beaucoup d'emails. On travaille sur Slack, qui est une plateforme d'échange qui est bien faite, donc c'était pas mal de ça. De réseaux sociaux. Et voilà. Effectivement, au labo, ils étaient pas très fans au début, tout simplement parce qu'ils m'ont dit oui, faut pas mettre ça dans ton CV. On m'a quand même dit au début. Il y a un de mes chefs qui m'a dit ça parce que ça donne l'impression que t'es pas assez focus sur la recherche. Donc voilà, mais en fait, je pense que et c'est un truc vraiment un conseil que j'aurais pour les gens qui ont envie de changer. À partir du moment où ça vous paraît juste, gut feeling, que voilà, au fond de vous ça vous paraît juste, franchement, faut suivre votre cœur en fait. Et du coup, enfin, il y a eu la première année Pint of Science, il y a plein de gens qui m'ont dit ça va pas marcher, dont le public engagement head, le chef de public engagement à UCL, qui m'a dit ça marchera pas. Je suis sortie de là en pleurant parce que moi je commençais la communication scientifique depuis 2 mois. Ce gars-là, pour moi, c'était un dieu qui dise ça va pas marcher. Voilà, enfin, je sors de là, c'était horrible. J'en ai déjà ailleurs jamais parlé, enfin pas parlé à l'équipe de Pint of Science avant le festival parce que je me disais je veux pas que eux aient ça en tête. Voilà. Et ce que je disais souvent pour Pint of Science France, en fait, c'est les gens me disaient comment tu sais que ça va marcher. Et je disais je vais tout faire pour que ça marche en fait.
Et je pense que voilà, quand on fait un truc qu'on aime vraiment, sur lequel on est passionné, on se débrouille et ça marche. Et oui, peut-être qu'on est un peu crevé, peut-être qu'on dort pas très très bien, et peut-être qu'après on va hiberner un mois après l'événement ou après le festival par exemple. Mais franchement, enfin, si c'était à refaire, je repasserais toutes les nuits où j'ai pas dormi, je les repasserais à pas dormir. J'avais mes petits trucs, genre j'avais mes petits chocolats préférés dans mon lit, parce que je travaillais souvent la première année, je travaillais dans mon lit avec mon ordinateur, comme ça je pouvais m'endormir direct dans le lit quand j'avais fini. Voilà, j'avais mes petits chocolats préférés, mais ça marche bien. Si on fait ça sur son temps libre, faut se dire que les gens du labo n'ont rien potentiellement à nous dire. Le temps libre, c'est le temps libre. Enfin, voilà, j'avais des collègues qui faisaient des choses bien plus spéciales dans leur temps libre et personne leur posait des questions. Et juste parce que là, c'est lié à la science, d'un coup, tout le monde peut discuter de si sur mon temps libre, j'ai le droit de faire ça ou pas. Je trouvais ça un peu injuste en fait. C'était, mais attends, je passerais toutes mes vacances à aller sur la plage, à ne rien faire et à lire n'importe quoi des magazines trash, people, machin. Ça gênerait personne. Mais que je fasse un truc de communication scientifique, là, tout de suite, tout le monde a son avis dessus, quoi. C'est vrai que c'est drôle, c'est un peu injuste. Mais c'est injuste. Mais ils ont eu tort à la fin. C'est ça qui est. Et ils ont eu cool. tort. Hein. Exactement. Ils ont eu tort. Et puis surtout qu'à la fin, effectivement, ils m'ont dit si tu pouvais organiser une soirée Pint of Science pour le labo, ça nous arrangerait. Bah, ça y est. Ah, ben on voilà. y est donc. Tadam. Mais voilà, exactement. C'est vrai, je me suis dit drôle. Mais c'est bien. Donc, si on est au fond de nous sûr qu'on aime quelque chose, qu'on a une passion et qu'on a une vision. Je pense qu'il y a un côté vision. Tu t'imaginais quelque chose que eux, ils n'étaient pas capables de s'imaginer, mais c'est leur faute de ne pas être capable de l'imaginer. Et tu as suivi ta passion, tu as mis le temps qu'il fallait. Et avec l'équipe Pint of Science, vous avez réussi à mettre ça en marche. C'est génial. Là, j'ai une curiosité. Donc, déjà, clairement, au niveau du public, des gens qui vont assister au Pint of Science, succès, les gens adhèrent, les gens apprécient. Ouais. C'est quoi le retour des scientifiques qui vont donner, qui vont faire les exposés, qui vont faire leurs présentations? Alors, généralement, ils sont surpris. Ils sont surpris parce que les gens sont vraiment là pour les écouter. C'est le truc que j'entends le plus souvent, sachant on a fait des stats sur Pint of Science en France. La première raison de choix de la soirée, c'est le sujet. Hein. Ok. Mais les scientifiques sont surpris par ça. Ils sont surpris aussi par le calme dans la salle parce que les gens les écoutent vraiment. Je pense qu'ils se sont dit bar égale bruit, je vais parler mais tout le monde va discuter autour, alors qu'en fait les gens sont là pour écouter le chercheur ou la chercheuse, enfin, le ou la scientifique. Et puis parfois aussi, ils sont contents parce qu'en fait, ça les fait sortir un petit peu de leur zone de confort et de leur façon de voir leur projet en mode, comme on disait tout à l'heure, là, tout petit carré, machin, il faut qu'ils le replacent un peu par rapport à la société, par rapport à plein de choses. Donc du coup, ça leur fait voir un peu la vision d'ensemble de leur projet, que parfois, quand on est en recherche, on oublie un petit peu. Et puis, parfois aussi, il y a des questions, mais toutes simples du public, qui en fait les font voir les choses d'une autre manière et se poser d'autres questions. Et ils nous disent parfois, en fait, les questions les plus simples, ou parfois les questions de gens les plus naïfs, entre guillemets, c'est-à-dire de gens qui connaissent absolument pas le sujet, ça nous permet de voir les choses différemment. Et en fait, il y en a qui m'ont dit ça les avait aidés à réfléchir à des projets différemment. Parce qu'en fait, malheureusement, en science, c'est vrai que quand on va à des meetings et tout ça, on va voir des gens qui sont du milieu et à la fin, on a toujours plus ou moins les mêmes questions. On est un peu on est un peu en vase clos, on parle avec les mêmes gens, on parle avec le même domaine et parfois on a un peu du sang neuf qui est injecté, mais c'est rare. Alors que là, c'est vraiment totalement vision neuve, quoi. En fait, souvent, quand on parle de Pint of Science, on parle de l'impact que du coup Pint of Science va avoir sur le public, sur la société, le partage, etc. Mais en fait, donc avec la fondatrice, maintenant il reste que donc ils étaient deux, donc la fondatrice Pravin Paul et le fondateur
Michael Motzkin. Et maintenant, Misha travaille sur autre chose et Pravin est toujours là. Donc, on est les deux dinosaures Pint of Science à résister. Et c'est vrai que souvent, on a cette discussion de dire les gens voient pas, on pense pas à vraiment mettre en lumière le fait que ça aide aussi les scientifiques. Alors, oui, à voir leurs projets différemment, mais aussi à faire de la communication scientifique. On leur envoie un petit brief, on essaie vraiment de les briefer sur comment faire. Donc il y en a pour qui c'est la première fois, ils vont sauter le pas. Et du coup, voilà, c'est pas juste les scientifiques qui donnent le public, c'est aussi voilà cette expérience qui est bénéfique pour eux. Et pour moi, un bon scientifique, même en académie, il faut savoir communiquer. Parce que quand on se retrouve face à un jury de bourse, face à un jury pour un job ou quelque chose comme ça, en fait, il faut savoir vulgariser, il faut savoir parler de sa science, même si c'est pas nécessairement au niveau du public, mais il faut savoir la vendre, montrer l'intérêt, l'expliquer à des gens qui sont pas du domaine, donc ça aide bien. Oui, c'est génial. Et surtout aujourd'hui, de plus en plus, on voit des gens qui parlent sur Twitter de comment disséminer ton article que tu viens de publier sur Twitter, comment faire un résumé de tes recherches sur YouTube. Et donc la barre est plus basse, disons, pour pouvoir être sur les médias sociaux ou sur des plateformes comme ça. Donc oui, je trouve que c'est génial qu'il y ait un accent sur aussi augmenter les habiletés des scientifiques à descendre le vocabulaire, simplifier les concepts pour atteindre un public plus vaste, parce que ça va, si la science, parce qu'aujourd'hui, dis-moi si tu es d'accord ou pas, mais l'impression que j'ai, c'est tout ce qui est éducation, science, pour les décideurs, disons comme ça, là, les grands décideurs, les politiciens, c'est un peu en arrière-pensée. Ça perd de l'importance. C'est devenu, ça perd du prestige. Mais le prestige, disons que c'est pas si important. Mais ce que je trouve qui est triste, c'est que les scientifiques, c'est comme tu disais, c'est comme des espèces de gens farfelus qui sont dans une caverne à essayer de trouver un petit je sais pas quoi dans un petit coin, et tandis que les grandes découvertes, les grandes avancées médicales d'ingénierie sont faites par toute la masse de scientifiques qui travaillent tous les jours à chercher leur petite affaire, mais qui petit à petit montent un édifice de connaissances qui mène à un gros changement technologique. Mon point, puis là j'ai fait un gros tour, c'est je trouve ça génial que le public puisse se réapproprier un peu les scientifiques et dire « Ah, mais ils font partie de mon tissu social et je peux communiquer avec eux et c'est pas des fous qui veulent de l'argent pour leur hobby. » là. Exactement. Et surtout, en fait, justement, Pint of Science, l'idée, c'est d'avoir des scientifiques locaux. Donc la plupart du temps, on a des scientifiques de la ville, voire on est dans des bars qui sont généralement à côté de ces facs-là ou de ces labos-là. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, déjà, je paye mes impôts, généralement qui les payent. Et puis je passe tous les jours devant ce building. Qu'est-ce qui se passe dans ce building ? Qu'est-ce que ces gens font ? Parce que effectivement, en fait, il y a un truc dont on se rend pas compte parce que c'est pas avancé et ça c'est pas communiqué. C'est qu'en fait la science, elle est partout. Elle est vraiment partout et on s'en rend pas compte, mais quand on prend son téléphone, la batterie est mieux que la batterie de l'autre téléphone. Ouais, il y a de la science derrière. Quand on est malade, pour savoir le temps, la météo, enfin tout, il y a vraiment de la science, mais partout. Et en fait, c'est pas communiqué comme ça. On se rend pas compte de l'implication. On connaît juste les grandes découvertes, mais on se rend pas compte que il y a des découvertes tous les jours qui sont faites, qui sont mises en application et qui, au final, changent la vie de plein de gens. Mais qui sont pas forcément dans les grands journaux, etc. Et effectivement, de plus en plus, c'est ça qui est bien, c'est on est dans une phase où la communication scientifique devient de plus en plus importante. Et il y a des scientifiques qui communiquent effectivement sur Twitter, là où il y a quelques années ça n'existait pas. Il y a des initiatives style Pint of Science, mais plein d'autres choses en francophone. Par exemple, il y a Ma thèse en 180 secondes, qui est génial. Il y a plein d'initiatives locales, nationales, à plein de niveaux. Et effectivement, les scientifiques, je dirais encore plus, plutôt que même que de descendre leur vocabulaire, ils ouvrent leur vocabulaire. Tu vois, c'est-à-dire on passe pas on rabaisse pas, c'est au contraire on ouvre, c'est-à-dire que
on est encore plus en mode, voilà, plutôt que d'être dans notre bulle à utiliser les mêmes mots, on va, voilà, changer un peu notre façon de faire. S'approprier un vocabulaire plus ouvert, plus accessible. Exactement. Mais c'est neuf et ça va mettre du temps. Mais voilà, c'est déjà, enfin, franchement, entre la première année de Pint of Sense et aujourd'hui, je vois tellement la différence. On a un monde d'écart. Enfin, j'ai l'impression d'être une vieille en disant ça. Jadis! Mais c'est vrai que, enfin, par rapport à il y a 7 ans, donc quand on a commencé Pint of Sense, c'est complètement différent. Mais moi, encore une fois, je trouve ça génial. Je trouve ça louable que t'as plongé là-dedans et tu t'es accroché à cette passion et que année après année, en tout cas, tu aides au développement de ce beau projet. Je vais essayer de voir si cette année je suis capable d'aller voir une soirée ici à Montréal. Oui. Très intéressant. Maintenant, on a quand même pas mal parlé de Pint of Science. Je pense que les gens ont déjà une belle idée de qu'est-ce que c'est. Après, plus tard, tu leur diras comment faire s'ils veulent participer. Mais tu fais d'autres choses aussi. Et j'aimerais en parler un petit peu parce que depuis, donc tu as fait ton deuxième postdoc, tu l'as terminé en 2017. Et depuis, tu as continué sur Pint of Science, mais tu as développé d'autres activités. Et je vais te laisser en parler un petit peu parce qu'elles sont intéressantes. Exactement. Un truc, c'est pas suffisant pour moi, donc voilà, j'ai lâché le postdoc. J'étais juste Pint of Science. Je me suis dit, mais j'ai qu'une chose à faire. C'est pas normal, ça va pas. Non, et puis c'est aussi parce que donc effectivement, donc j'ai quitté le labo en 2017. J'ai commencé, alors j'étais déjà freelance, mais c'est vrai que parce que je suis rentrée en France et du coup j'étais freelance pour l'Angleterre pour développer Pint of Sense International. Donc effectivement la toute première année de freelance, j'ai fait quasiment que Pint of Science. Et puis j'ai commencé, alors ça c'est le réseau. Donc clairement, j'ai commencé à rencontrer plein de gens qui me disaient « Ah, mais est-ce que tu voudrais pas bosser là-dessus pour nous ou faire ceci ou consulter, etc. » Et du coup, au fur et à mesure, surtout que à Pint of Sense, on n'avait pas trop d'argent pour 2019 pour mon salaire, donc enfin pour me payer quoi. Du coup, je me suis dit effectivement, il faudrait que je diversifie et j'ai eu de la chance en fait d'avoir eu plein de contacts avec plein de gens qui me proposaient des projets cool. Donc effectivement, je fais du freelancing pour plein d'autres choses, mais toujours lié avec la recherche, la science et la communication. Donc, par contre, c'est un peu divers. C'est ce que je dis souvent. Mon boulot, moi, c'est ma façon de travailler, c'est un peu écureuil sous LSD. Voilà, ça me définit bien. Voilà. Mais du coup, voilà, j'ai plein de missions. Une des plus importantes en ce moment, je travaille sur un guide de communication scientifique avec la maison de publication Hindawi. Donc c'est pas moi qui écris, mais en gros j'ai décidé des chapitres, j'ai trouvé des super journalistes qui écrivent du coup les chapitres. L'idée c'est de faire un guide de communication scientifique. On a commencé la semaine dernière, donc début février, à poster le premier article. Ça va se faire sous forme d'article de blog sur le blog d'Hindawi. Et à la fin on fera un joli PDF qu'on partagera. Et l'idée, c'est de parler de communication scientifique à la fois pour les gens qui ont envie de se lancer, donc les scientifiques qui ont envie de faire de la communication scientifique, mais aussi les gens qui font un peu de communication scientifique. Voilà, il y a certaines questions qui pourraient se poser, par exemple les questions de diversité quand je fais un événement de culture scientifique ou événement de scientifique, etc., etc. Donc tout ça, il y a plein d'articles sur comment faire en fait, des réflexions, etc. Et puis il y a une partie qui m'est chère, c'est une partie d'interview. Que je trouve hyper intéressant parce que cette partie d'interview, elle est divisée encore en deux. Il y aura une partie sur des scientifiques qui font de la communication. Donc des gens intéressants, pourquoi ils font ça, comment ils sont arrivés à faire ça, etc. Et une autre partie sur des gens qui bossent en communication scientifique. De partout, c'est-à-dire que il y a à la fois là il y a eu des personnes au ministère de la Recherche en France qui gèrent le pôle Sciences et Sociétés par exemple, des journalistes,
le public engagement du Wellcome Trust, voilà. J'ai essayé de trouver des gens de tous les types de communication scientifique en fait, et donc dans ces interviews, il y a un petit peu plein de gens qui travaillent en communication scientifique, que ce soit les gens qui financent, par exemple le Wellcome Trust, les gens qui prennent les décisions, comme le ministère de la Recherche, par exemple, des gens qui font la communication scientifique, des journalistes, par exemple, etc., etc. Donc je me suis dit, c'est intéressant de s'identifier, et surtout les gens qui peut-être ont envie de faire de la communication scientifique, de voir quels sont les métiers où il y en a, comment les gens en sont arrivés là. Pour moi, c'est inspirant parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire de la communication scientifique, mais qui savent pas vraiment s'ils peuvent passer le pas, quels sont les profils, etc. Et du coup, je me suis dit, ces interviews, ils vont vraiment permettre de savoir ce qu'il y a derrière un poste qui a l'air intéressant. Mais oui, c'est drôle parce que j'allais te poser une question. Et clairement, quand ça va être édité et publié, ça va être en forme de livre? Alors, en fait, là, pour l'instant, par exemple, sur les réseaux, il y a le hashtag SciComm Guide qu'on a fait avec Indawi. Indawi, les posts, on a commencé à les publier. Donc, il y a à peu près une fois par semaine, il y a un article qui va sortir. Et après, sur le site d'Indawi, effectivement, on va faire un beau PDF à la fin quand on aura tout ça. Donc le SciComm Guide, c'est la plus grosse partie de mon consulting à côté, mais je fais aussi par exemple des formations de scientifiques à l'oral pour apprendre à pitcher en 3 minutes. Je fais du consulting pour certaines boîtes de sciences ou pour certains instituts scientifiques pour les réseaux sociaux, etc., etc. Donc c'est toujours, ou du project management pour des événements. Mais en gros, c'est toujours ce que m'a apporté Pint of Science comme compétence que je développe du coup pour d'autres gens. Donc ça tourne autour de cet univers-là, de comment amener ces habiletés-là et aux gens ou aux organisations qui en ont besoin. Super intéressant. Juste comme ça, est-ce que il y a beaucoup d'organisations qui te demandent ce service? C'est quelque chose qui tu sens que ça bouillonne un petit peu la nécessité Alors, ça bouillonne. Ouais, ça bouillonne, mais effectivement, c'est le réseau. C'est-à-dire que c'est plein de gens qui ont vu ce que j'ai fait avec Pint of Science, qui ont envie que je réplique, que ce soit développer ça ou voilà, former ou les réseaux sociaux, etc. Et voilà. Ouais. Mais c'est intéressant. Je trouve bien que ça soit quelque chose que tu sens qu'il y a un besoin, même si à travers ton réseau, ça inspire les gens, ça inspire les organisations à dire, hey, on pourrait faire quelque chose comme ça. Ça augmente de toute façon. La communication scientifique, c'est en train vraiment d'augmenter. Donc, je pense que c'est le bon moment. Génial. Et donc, les gens qui sont maintenant, les gens qui sont maintenant ou en train de faire leur doctorat ou leur postdoc et qui aimeraient mettre le pied un peu du côté, ils sentent cette vague arriver puis ils se disent, j'aimerais ça faire quelque chose dans ce domaine-là. Comment est-ce que on peut s'y prendre? C'est quoi les premiers, un premier projet qu'on pourrait faire pour commencer à se pratiquer et à gagner ces compétences-là? Alors, déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est effectivement regarder autour ce qui se fait. Quelles sont les initiatives locales et voir si on peut les rejoindre. Alors, clairement, par exemple, Pint of Science, il y en a dans plein de pays. Vous pouvez rejoindre les équipes déjà. Vous pouvez aussi être intervenant, donc speaker à Pint of Science. Moi, ce que je conseille toujours, c'est d'essayer avant. Parce qu'en fait, j'ai vu beaucoup de reconversions dans mon postdoc. Je pense qu'il y a à peu près 10% de personnes qui sont restées en recherche et 90 qui sont parties. C'est les chiffres habituels. Normal. Mais du coup, dans ces 90%, pour être honnête, j'en ai vu que très peu être heureux de ce qu'ils faisaient avec leur choix. Tout simplement parce que généralement, ils se sont lancés dans la recherche à fond et à la fin du postdoc, ils ont vu que ça marcherait pas. Et là, ils se sont tournés sur la chose qui leur paraissait la plus accessible avec leur CV. Et en fait, moi, le conseil que je donnerais, c'est modeler votre CV par rapport à ce que vous voulez faire après. C'est-à-dire, au lieu d'arriver à un point de non-retour avec un CV et se dire, quel job je peux avoir avec ce CV-là, c'est de se dire, ce job-là m'intéresserait, je vais rencontrer des gens, je vais regarder les offres de job, je vais voir ce qu'il faut pour avoir le CV pour plus tard. Voilà. Et il faut de la persévérance. Mais effectivement, essayez, je pense que c'est vraiment le conseil le plus important. Essayez déjà pour savoir si vous aimez. Parce qu'il y en a plein. Moi, j'avais une copine en postdoc, elle m'a dit, en fait, je vais lâcher la recherche, je vais faire de la communication. Je lui dis, OK,
est-ce que tu veux être community manager de Pint of Science, venir avec moi aux événements de culture scientifique? Je t'emmène dans mon monde, si tu veux, il y a aucun souci. Elle l'a fait 2 mois, elle m'a dit non, en fait, c'est bon, c'est pas du tout ce que je veux faire. Et le fait d'avoir essayé, c'est effectivement, ça lui donnait un avantage par l'expérience, mais c'est surtout, ça lui a permis de savoir quoi faire. Parce que quitter un postdoc pour un job X, si jamais on essaye un truc, ça sera encore plus compliqué d'essayer un boulot, de rester 2-3 mois et de se dire non, en fait, c'est pas pour moi, et d'essayer de faire un truc qui a vraiment rien à voir. Et donc, le mieux, c'est d'essayer pour voir si ça nous plaira, voir à quel point on a envie de mettre de l'énergie dedans, parce que moi, pour le coup, c'était, c'est un exemple, mais c'est un exemple un peu spécifique parce que j'ai mis énormément d'énergie. Mais c'est parce que j'adorais ça. Enfin, c'était un carburant de fou. Et pour la petite anecdote personnelle, je me séparais de mon mari au moment où Pint of Science, où je me suis lancée dans Pint of Science en fait. Donc c'était vraiment un moment où limite j'étais en train de construire un truc alors qu'à côté il y a ma vie qui était en train de se dissiper en miettes et ça m'a vraiment fait du bien, je pense. Mais du coup c'est du temps, essayer aussi pour voir quel type de temps c'est, quel type d'énergie ça nous demande. Il y a plein de gens qui se disent ah ça va être génial comme job et en fait ils essayent et finalement c'est pas pour eux. Donc, essayez de trouver des initiatives locales, des équipes locales. Éventuellement, si vous êtes à fond sur l'écrit, peut-être lancez-vous un blog, des choses comme ça, un compte Twitter intéressant. Il y a plein de comptes Twitter qui participatifs où du coup on peut prendre la main pendant une semaine. Par exemple, Real Scientists en anglais et en France il y a En direct du labo. Alors c'est français en France, mais voilà, je pense que vous pourriez très bien le faire en mode francophone, ça serait intéressant. Je connais pas au Canada, je suppose qu'il y en a plein. Il y a tout ce qui est il y a comme SICON. Non, c'est des workshops de communication scientifique. Donc en fait, profitez du moment, je dirais pour les doctorants. Alors les doctorants, si vous avez des formations pendant la thèse, profitez-en. Les postdocs, pareil. En fait, si vous avez des formations qui sont incluses entre guillemets dans votre boulot, prenez-les parce que ça c'est cadeau, c'est génial. Et puis pour ceux qui peuvent un petit peu se permettre, essayez pendant que vous avez un job où oui ça sera du boulot, ça sera des soirées, peut-être même vous allez poser des vacances pour aller à un workshop. Mais du coup ça vous permettra déjà de vous démarquer. Donc si jamais à la fin vous voulez effectivement faire de la communication scientifique, vous aurez des expériences. Ça vous permettra de tester si vous aimez et surtout, ça vous permettra d'agrandir votre réseau qui est au final probablement ça qui vous donnera votre job après. Oui, oui. Donc, un peu étoffer son CV pour se différencier après quand tu vas être candidat à un job. Et puis pour savoir ce qu'on aime aussi, parce que dans la communication scientifique, c'est énorme, hein, c'est un sac fourre-tout, il y a des tonnes et des tonnes de jobs différents. Oui, ça peut être plus institutionnel, ça peut être plus... ça peut varier beaucoup. Là. Oui, oui, oui. Ça peut varier, ça peut être de l'organisation purement organisation d'événements, par exemple dans des charities qui organisent ou même les grandes sociétés qui organisent les meetings, par exemple, ça peut être purement de l'organisation, ça peut être de l'écriture, ça peut être de l'oral, ça peut être tellement de choses différentes qu'en fait, le mieux c'est d'essayer de voir et de naviguer et d'essayer ou de rencontrer des gens aussi, ça serait en apéro after work, etc. Peut-être même sur Twitter, d'aller discuter avec les gens pour voir ce qu'ils font parce que parfois un job a l'air super et quand on apprend ce que la personne fait jour après jour, en fait on se dit ah ouais non mais non. Ouais. Voilà. Non, c'est clair. Et ça, encore une fois, si jamais des séminaires comme ça existent à l'université où vous êtes, allez-y. Mais oui, exactement. Et poser des questions aux gens. Et si ça vous intéresse un petit peu plus, parlez à la personne, demandez est-ce que je peux prendre un café avec vous ou faire un Skype. Vraiment, je suis 300% derrière toi sur ça. Faut pas avoir peur. Non. Faut pas avoir peur de voir les gens parce que généralement ils vont être hyper sympas. Surtout si c'est des gens qui étaient en académie, qui ont changé, qui sont partis, qui ont eu un peu un trajet un peu bizarre. Bah on est toujours content d'en parler parce que, enfin c'est vrai que voilà on a envie d'expliquer aux gens. C'est pas parce qu'on est en postdoc que la vie elle est toute tracée quoi. Oui. Et là tu m'as dit quelque chose tantôt j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui sortaient et qui choisissaient un job qui trouvaient qu'ils s'alignaient bien avec ce qu'ils avaient fait. Et que souvent, ils n'étaient pas très heureux dans ce choix-là. Et qu'est-ce que tu aurais à dire sur
les potentiels qu'on a en sortant, même d'un doctorat, mais c'est encore un peu plus quand on sort d'un postdoc. Parce que moi, je pense que si on se donne le temps, parce qu'il y a un côté, tu sors, tu veux retrouver une sécurité. Donc, tu vas peut-être te contenter de quelque chose qui n'est pas exactement ce que tu voulais, mais peut-être aussi que les gens sortent, parce que quand tu sors de ce milieu universitaire, tu peux avoir un peu un feeling, comme on dit, j'ai échoué, j'ai pas réussi, là je suis pas prof, donc et tu peux sortir avec une image, une auto-image qui est un peu négative, que tu t'as pas trop confiance en toi. De ton expérience et des gens que tu as croisés, parce que je suis sûr que juste en Pint of Science, tu croises beaucoup de scientifiques et d'ex-scientifiques et de post-scientifiques. Quand on revient, quand on sort du milieu universitaire et qu'on porte dans son sac un doctorat, c'est quoi que ça nous donne? C'est quoi que ça nous donne de spécial? Et est-ce que tu trouves que on a le droit d'être un peu plus ambitieux et de peut-être faire des jobs qu'on n'aime pas tant, mais dire ça, je vais prendre ça maintenant pour ma sécurité, mais je vise vers quelque chose de plus cool, de plus ambitieux dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être dans 5 ans. Ah oui. Ça, alors effectivement, parfois après un postdoc ou après un doctorat, le premier job qu'on va avoir, ce sera pas nécessairement le job de notre vie. Mais ce sera un job qui nous permettra d'accumuler des compétences qui nous manquaient pour atteindre le job éventuellement intéressant. Faut juste faire attention. Par exemple, moi, je dis ceux qui ont été déçus, c'est des gens qui sont partis sur du consulting alors que c'était pas du tout leur style, mais qui ont vu des gens du labo le faire et qui se sont dit c'est accessible, je vais partir là-dessus. Qui auraient dû faire complètement autre chose. En fait, quand on sort du doctorat alors un postdoc, on a des choses différentes ou des traits encore plus forcés, mais quand on sort d'un doctorat, très clairement, on est bon en project management. Que ça, on oublie. En fait, souvent, on sort du doctorat en se disant je suis très très bon dans cette manip-là. Moi, j'étais la première à être comme ça. Je suis très bonne en génétique. Je sais faire des PCR super. Genre manip génétique génial. Ouais, ok. D'accord, mais en vrai, qu'est-ce que tu as comme compétences? Et parfois, faire une formation justement sur les compétences acquises pendant le doctorat ou d'aller voir, ou même postdoc, et d'aller voir les services de carrière de la fac, ça peut nous aider à mettre des mots d'entreprise sur des compétences qu'on a mais qu'on ne sait pas identifier. Par exemple, en soft skills, il y a l'adaptabilité, il y a la résilience, et ça, c'est un truc, mais on est vraiment très bon. On a des compétences de communication, même si on se rend pas compte, mais on passe son temps à faire des posters, des conférences, des machins. Il y a plein de boulot où il y a pas ça. Il y a des compétences de veille aussi. Donc de lecture, en gros, on se met toujours au courant de tout. On a toujours lu les derniers articles, ou en tout cas, on sait qu'il faut qu'on les lise. Les derniers articles sur le sujet. Il y a du project management, il y a de la communication. Enfin, il y a vraiment. En plus, c'est dur de parler globalement parce que suivant les domaines, ça va être un peu différent. Mais parfois aussi, il y a du langage. Quand on est parti en postdoc, par exemple, typiquement, moi, en Bronne française, je parlais un anglais very French. Quand je suis partie en Angleterre, je suis partie, this was my very best English, quoi. Et puis, le postdoc, ça m'a permis de développer l'anglais. Donc, rien que pour ça peut être valorisé. Si jamais, il y a plein de boulots accessibles autour de la recherche, et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment essayer de fouiller un peu, de regarder ce qui se fait, parce qu'il y a des jobs qu'on soupçonne pas du tout, dont on soupçonne pas l'existence, tout autour de la recherche. Tous les jobs qui sont sur les demandes de financement, des jobs d'éditeurs, par exemple, dans les grands magazines, il y en a plein. C'est hyper spécialisé. Les jobs de consulting, éventuellement travailler dans des startups, pas forcément ou même dans des boîtes, pas forcément en tant que scientifique, mais en project manager. Enfin, il y a plein de choses, et ça vaut le coup d'aller voir des conseillers pour mettre des mots d'entreprise sur des compétences qu'on a mais qu'on ne sait pas identifier ou appeler, en fait. Oui, mais surtout, c'est très intéressant que tu dis ça, parce que après, aux entreprises, il faut leur parler avec ces mots-là, parce que si tu leur parles avec tes mots de chercheur, ça va pas cliquer. Ils vont dire c'est très très important et très très intéressant que tu mentionnes ça, en effet.
Très bien. Elodie, est-ce que tu aurais, j'adore tout ce que tu dis, et ça rejoint vraiment ce que je crois, ce à quoi je crois. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour quelqu'un qui serait comme en gros doute, en gros questionnement, là, tu sais, la science, peut-être quelqu'un, ça marche pas, les articles sortent pas, ma vie, j'ai échoué dans ma vie. Est-ce que tu aurais un dernier petit mot d'encouragement et de dire qu'il y a le soleil, après le mauvais temps vient le soleil, disons. Ouais, faut se dire juste que l'académie c'est pas une fin en soi et que c'est pas un but ultime. Sinon, il y aurait quand même beaucoup de gens très très malheureux et que au final, on peut très bien être heureux ailleurs et que en fait, parfois, euh, typiquement moi l'académie j'ai loupé, hein, mais au final, ça m'a donné mon job parfait. Donc parfois se dire que bah, si là on n'est pas heureux, c'est peut-être qu'il y a une raison et que peut-être qu'on n'est pas fait pour ça. C'était juste une étape et je pense que si on apprend à voir l'académie et la recherche comme une étape dans sa vie qui va nous former sur plein de choses, donc ce sera pas une étape perdue, hein, ça sera une étape hyper nécessaire, mais une étape, pas la fin quoi. Et du coup se dire que bah voilà oui j'ai pas eu le job de professeur mais ça se trouve mon prochain job il va me rendre 10 fois plus heureux que un job en académie. Super. Mais Elodie, c'est excellent. J'espère que les auditeurs écoutent et intériorisent ce message parce qu'il est très important. Je sais pas, c'est drôle parce que je suis pas sur les réseaux francophones, mais sur les réseaux anglophones, on entend beaucoup parler de santé mentale dans le domaine doc post-doc. C'est un gros enjeu et je pense qu'un message comme ça peut beaucoup aider. Juste de changer un peu, de dire c'est une phase, c'est un apprentissage. Je vais sortir après ça. Peut-être ça, je vais pas sortir là où je pensais que j'allais sortir, mais je vais sortir plus grand, plus avec plus de capacité, plus d'habileté que je vais pouvoir utiliser par après pour faire quelque chose de passionnant pour moi. Euh, C'est un peu comme une rupture parfois, hein, quand on se sépare de quelqu'un on peut se dire que c'est la fin du monde et qu'on retrouvera personne et puis au final après on rencontre quelqu'un où on se ouais. dit mais en fait c'était cette personne-là tout le long et heureusement que j'ai fait ce chemin-là pour en arriver là. Mais c'est la même chose. Quelle bonne analogie vraiment pour terminer. Donc, avant de dire au revoir et de te remercier pour cette excellente entrevue, j'aimerais seulement que tu nous laisses trois comme perles de sagesse de ta part, de conseils pour les auditeurs qui sont en transition ou en réflexion par rapport à qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont entrer dans un doctorat? Est-ce qu'ils vont sortir du milieu universitaire? Donc, vas-y, Elodie, qu'est-ce que tu as à partager pour nous? Alors mes trois conseils, c'est développer votre réseau, rencontrer plein de gens, essayer de savoir ce qu'ils ont fait, discuter avec eux pour avoir pas juste les CV, mais aussi les histoires perso, comment ils l'ont vécu, comment ça s'est passé. Ça c'est le premier conseil. Le deuxième, ça serait essayer. Si vous avez la chance de pouvoir essayer de faire des choses à côté qui pourraient être votre plan B plus tard, faites-le pour savoir comment c'est, pour ajouter de l'expérience sur votre CV et puis pour rencontrer des gens pour revenir au point du réseau. Et puis surtout, le truc le plus important, il faut se dire que si jamais vous réfléchissez, vous avez envie de partir de l'académie, voilà, comme on a dit tout à l'heure, ce n'est qu'une étape si vous partez. C'est pas grave, dites-vous que c'est une marche pour monter plus haut vers peut-être le job de votre vie et le bonheur, quoi. Voilà. Elodie, des mots très sages et très inspirants. On est presque à la fin de l'entrevue. La dernière chose que je voulais, c'est te demander si les gens veulent se préparer à Pint of Science 2020. Si tu peux dire c'est quoi les dates, le site web, s'il y a un Twitter à suivre, s'il te plaît, vas-y, partage. Et si les gens veulent juste te suivre toi, voir qu'est-ce que tu fais, vas-y, c'est le moment. Alors, Pint of Science, c'est du 11 au 13 mai 2020. Il y a plein de pays différents, donc il y a un site vraiment pour tout, c'est pintofscience.com où là il y aura tous les pays, il suffira de cliquer sur le petit drapeau qui correspond au pays. Bien sûr, il y a pintofscience.ca pour le Canada. Pareil, Twitter, chaque pays a son propre compte Twitter. Généralement, c'est Pint of Science et les deux chiffres et les deux lettres du code du pays, donc Pint of Science CA pour le Canada. Et la France, et l'international, c'est Pint World.
Voilà. Et puis moi, si vous voulez venir me dire bonjour sur Twitter, c'est HelloSciCom. Parfait. Et donc, Pint of Science France, c'est Pint of Science FR. FR, Parfait. exactement. Génial. J'espère que les auditeurs apprécient la quantité de bons conseils qui ont été partagés dans cet épisode. Je suis hyper content de t'avoir eu à mon micro. Je te souhaite Merci beaucoup. toutes les bonnes choses dans tes projets, dont Pint of Science. J'espère que ça continue à grandir et à être un succès. J'adore le projet, j'adore le concept. Donc, voilà, bonne chance. Merci énormément. Merci. Et c'est ça, on se croisera peut-être sur d'autres plateformes. À bientôt sur Twitter. À bientôt sur Twitter. Bye bye. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PhD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.